1925. Les façades des immeubles parisiens se couvrent d'une affiche. L'affiche du plus beau bébé de France. C'est le résultat d'un grand concours lancé par la marque de savon, Cadom. Parmi les milliers de mini-candidats est élu un certain Maurice Aubret-Jean. L'image même de nos chères têtes blondes, le premier bébé Cadom est né d'un père roumain et d'une mère polonaise. Il est juif et français. Mes parents étaient pauvres, ils devaient lutter durement pour nourrir la famille avec 4 enfants. Et brusquement, d'être propulsés en publicité dans toute la France, c'est quand même quelque chose. Ils étaient fiers de leur rejeton. Et puis moi, plus tard, j'étais fier de mes parents. Ce portrait apparaît comme le symbole d'un immense espoir. Grâce à la loi très libérale qui va être votée, l'assimilation paraît un rêve à portée de main pour le million d'étrangers qui choisissent la nationalité française. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Une histoire faite de promesses et de trahisons. Une histoire de héros dans la tourmente. Une histoire de la France avec tous ses acteurs. Avec les petits. La maîtresse, elle m'avait mis au premier rang. Alors elle m'a demandé comment je m'appelais. Moi, j'ai dit, je m'appelle Carlina. Oui, mais en français, c'est Charlotte. Puis elle était raide, la maîtresse. Notre instituteur, avec tous ces noms polonais, il était dépassé par tous ces noms polonais. Alors, un jour, il a pris la décision. Il dit, écoutez, vous allez vous appeler, choisissez-vous le prénom. Et une histoire, c'est que j'avais ma meilleure amie qui s'appelait Czesława. Elle rêvait de s'appeler Eliane. Donc, on l'a appelée Eliane. Elle est restée pour tout le monde Eliane. C'est très bien. Maintenant, la maîtresse m'a dit, est-ce que tu sais nous chanter une chanson? Et j'ai chanté Bandiera rossa la si alzerà e viva il socialismo e la libertà. Et alors tout le monde a applaudi, tout le monde a rigolé. J'ai dit, oh là là, ils se moquent tous de moi. Les gamins, c'est comme ça, hein. C'était les échanges de mots doux entre les Français et les Italiens. Alors, nous, on était des macaronis. Et pour répondre aux Français, on disait patate pourrie. Dans la vie, faut pas s'en faire. Les élèves peuvent bien se chicaner. L'école laïque, gratuite et obligatoire, est là pour effacer les différences. La moitié des élèves n'aura pas le certificat d'études. Mais le but, c'est l'assimilation. À me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Une assimilation voulue par l'État. Le haut-commissaire à l'immigration s'enthousiasme. Les maîtres disent que les enfants d'étrangers s'assimilent d'une façon remarquable et que beaucoup d'entre eux occupent les premières places de leur classe. Ces enfants seront demain d'excellents Français. C'est tout l'espoir d'un enfant juif et pauvre de Pologne, qui apportera à la France un prix Nobel, Georges Charpak. À 7 ans, je suis venu en France. Ça a été un coup de chance considérable parce que la France est un pays, c'est pas tout blanc, tout noir, mais quand même c'était tout blanc pour moi. Et à Paris, j'ai senti immédiatement que j'avais envie de m'intégrer, ne serait-ce que parce que à l'école, j'avais mes copains, j'avais des gens qui m'accueillaient à bras ouverts. Je ne sentais absolument aucun ostracisme, tout au plus une curiosité. Mais aucun ostracisme. Et au bout d'un an, je parlais français et j'ai imposé le français à la maison. Je suis arrivé, j'étais seul avec ma mère, n'est-ce pas? Et je dois dire que j'ai très vite appris à, si vous voulez, à assumer moi-même les choses. Je me souviens des queues à l'époque pour une Vaugirard où j'accompagnais ma mère parce qu'elle ne parlait pas français pour l'obtention de cette fameuse carte de travail. Enfin, vous voyez, ce genre de brimades un petit peu comme ça qui font qu'un jour ou l'autre, ça déborde un peu, quoi. Mais qu'importent les brimades de l'administration lorsque la situation est devenue intenable dans son pays d'origine?
En ce début des années 30, des nuages menaçants s'accumulent autour de la France. Des régimes autoritaires ont pris le pouvoir en Europe de l'Est, dans le sillage de l'Italie fasciste. Serge, Alain, puis le plus âgé, c'est moi. Mes parents sont partis de Pologne parce qu'ils étaient marginalisés, moins en tant que juifs qu'en tant que communistes. Mon père est parti d'abord et ma mère a fait de la prison pour militantisme communiste. Et quand elle a été libérée, elle est venue en France illégalement. C'était la France ou la Grande-Bretagne. Alors en effet, les Lumières, hein, une certaine image de la France. Mes parents sont partis de Pologne, tous les deux pour des raisons politiques. Mon père était en prison pour militantisme politique. Et à cause du numerus clausus qui était imposé aux Juifs, il ne pouvait pas faire les études qu'il souhaitait. Il n'était pas religieux et il se sentait avant tout des militants politiques et pas des Juifs en tant que tels. Donc ils ont choisi la France, enfin, d'après ce qu'ils disaient, parce que c'était le pays de la Révolution et de la liberté. Italiens, Polonais, Arméniens, les étrangers sont alors, comme aujourd'hui, moins de 10% de la population française. Ils sont là pour rester, persuadés d'être à l'abri des persécutions. D'autant plus que la France, îlot de démocratie en Europe, apparaît comme un îlot de prospérité. La crise de 1929 ébranle le monde, mais épargne la France. Le gouvernement l'affirme, le pays ne risque rien, grâce à son empire et ses richesses inépuisables. La fille du Bédouin, vive nuit et jour, cette caravane, elle mourait d'amour pour un jeune Bédouin de la caravane. La supériorité de la race française s'affiche dans une exposition coloniale à Paris, en 1931. Les indigènes sont exhibés dans un zoo humain à moitié nu, au jardin d'acclimatation. Cette mascarade cache la réalité des premiers craquements dans l'ordre colonial. À Paris, les travailleurs algériens, des intellectuels noirs commencent à revendiquer une véritable égalité. En Indochine, une première mutinerie éclate. L'État réprime ses désirs d'indépendance. Pas question d'affaiblir l'Empire. D'autant que la crise ne s'est pas arrêtée aux frontières. Elle frappe la France en 1931. À la fin de l'année, une personne sur 6 est au chômage. Certains participent aux marches de la faim. D'autres sont contraints de fréquenter les soupes populaires. Serait-ce le déclin de la France? Le thème obsède les intellectuels, car l'État est impuissant face au marché. Si tous les Français n'achetaient que du charbon français, nous pourrions travailler à plein rendement et notre situation serait plus prospère. Fini la politique d'ouverture. Devant une crise qui le dépasse, l'État prône le repli national. Les Français sont au chômage. Il n'y a qu'à fixer des quotas d'étrangers dans chaque secteur de l'économie. La loi est votée en 1932 à l'unanimité. Seuls les communistes et socialistes osent l'abstention. Mais le chômage ne baisse pas. Un beau crime, s'il vous plaît. C'est avec ce titre que Paris Soir, le journal le plus vendu en France, appelle de ses vœux un beau crime pour faire oublier la crise. Un beau crime pour passionner les foules. Quelques mois plus tard, en janvier 1934, à Chamonix, on retrouve Alexandre Stavisky, un escroc de haut vol, mort de 2 balles dans la tête. L'affaire Stavisky est née et marque un tournant dans les années 30. La police parle de suicide. Les journaux révèlent qu'il a versé des pots de vin à des dirigeants politiques
et dénonce un meurtre pour le faire taire. L'extrême droite se saisit de l'événement. Stavisky est français et juif. Un juif, un réfugié, comme ceux qui affluent vers la France depuis l'arrivée de Hitler au pouvoir. Avec ce scandale, l'antisémitisme et le rejet des étrangers s'imposent au cœur de la vie politique. En pleine crise, c'est l'occasion d'ajouter une nouvelle accusation contre les Juifs. Avec le million de chômeurs français, impossible d'accueillir les réfugiés. Un argument qui fait mouche. Mon père racontait qu'un de ses patrons, parce qu'il était mécanicien dentiste, et l'autre qui était normalement antisémite, lui disait « Écoute Joseph, regarde, tu fais des études en travaillant, tu connaissais pas le français. Vous êtes plus doué que nous. Imagine qu'on vous laisse prendre votre place, mais il ne reste rien pour nous. » Depuis l'affaire Dreyfus, quand l'extrême droite prend les Juifs pour cible, c'est la République qui est visée. Trop laxiste, trop accueillante. L'extrême droite organise une marche sur l'Assemblée nationale le 6 février 1934. Les gardes mobiles ouvrent le feu. L'émeute fait 16 morts. L'État reprend les choses en main, et durement, contre les étrangers. Les Juifs qui fuient le nazisme sont accusés d'être de faux réfugiés et parfois sont renvoyés vers l'Allemagne. Les immigrés ont joué le jeu de l'assimilation, mais l'heure est quand même au rejet. Les intellectuels et les professions libérales montent au créneau contre les étrangers qui les concurrencent. À Paris, les étudiants en médecine font une grève de protestation contre le trop grand nombre d'étrangers admis à exercer en France. Les étudiants des autres facultés se joignent à eux. Les médecins parviennent même à imposer l'idée incroyable qu'il faut avoir une âme française pour soigner un corps français. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes. Pourtant, les besoins sont là. La France manque de médecins et l'espérance de vie est une des plus faibles d'Europe. Ah, vous dites que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, vous dites que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Quand on faisait des études dentaires, les mêmes études que les Français, on avait un autre diplôme, et cet autre diplôme interdisait d'exercer la profession. Et l'ordre professionnel des dentistes, conservateur comme on imagine que ça puisse être, faisait tout pour empêcher les naturalisations. Et même si vous étiez naturalisé, vous deviez refaire vos 6 ans d'études. Mon père a été naturalisé en 29, mais pour autant, il a fallu qu'il repasse tout, le bac et tous les examens de médecine qu'il avait passés avant. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait de carrière dans les hôpitaux, ce qui a été pour lui très dramatique. Et il n'avait pas de moyens autres de gagner sa vie qu'en étant ouvrier. Dans le cinéma aussi, on chasse les étrangers. Celui qui dénonce les gens de tout poil, étrangers sans scrupules, qui nuisent à notre production nationale, n'est autre que la star de l'époque, Fernandel. La xénophobie se niche partout. On a élu hier Miss France 1935, Mademoiselle Elisabeth Pitts. Scandale. La Miss est d'origine allemande, fraîchement naturalisée française. Elle est contrainte de se désister au profit de sa dauphine. Parfois, la xénophobie prend des allures de Roméo et Juliette. Mon père, dans l'usine où il était, il y avait un jeune Polonais qui fréquentait une jeune Française. Et il voulait se marier. Et puis, il n'y a pas eu moyen, ni d'un côté, ni d'un autre. Les jeunes se sont attachés les 2 bras à la ceinture. Je sais parce que tout a été marqué dans les journaux. Et ils se sont jetés dans le lac de Beugin. Les Polonais sont les premiers visés quand vient le tour des ouvriers d'être expulsés. De 1931 à 1936,
l'État force 500 000 étrangers à quitter la France. Comme ici, dans le Nord, à la mine de l'Escarpelle. Beaucoup d'entre eux étaient installés dans la région depuis plus de 10 ans. Après avoir rapidement emballé les objets qu'ils pouvaient emporter et vendu le reste, ils se sont rendus à la gare accompagnés de leur famille. Certes, cet exode nous émeut, mais il importe de se montrer sévère à l'égard de ceux qui ont manqué au devoir que leur a imposé la généreuse hospitalité de la France. Quand on regarde ces images, il semblerait que les gens partaient avec leurs meubles. Or ça n'est pas vrai du tout. Ce sont les mineurs français qui venaient dans les maisons lorsqu'ils apprenaient que l'expulsion était décidée dans tel ou tel ménage, venaient et très rapidement négocier, marchander comme ça en quelques minutes, ou quelquefois fixer déjà par avance l'ensemble des meubles qui restaient sur place pour les récupérer et puis les emmener. Dans son livre Terre des Hommes, Saint-Exupéry raconte son voyage en train avec des expulsés polonais. Il remarque un enfant au visage adorable, un enfant condamné à la misère et à l'errance. Cet enfant que l'on renvoie, conclut Saint-Exupéry, c'est Mozart qu'on assassine. La nation en crise peut-elle prendre un autre visage que ce rejet des émigrés? Oui, répondent les communistes de Thorez, les radicaux et les socialistes de Blum. Ils s'unissent dans le Front populaire. Leur programme, du pain et des roses. Plus de justice pour ceux qui travaillent, qu'ils soient français ou pas. La province soulevée tout entière, Paris rassemblé dans cette manifestation signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. Le Front populaire combat dans la rue l'extrême droite qui crie « La France aux Français ». Au moment où meurt le capitaine Dreyfus, les deux camps qui se sont affrontés lors de l'affaire s'opposent à nouveau. Plus d'une manif par jour. En mai 1936, les urnes tranchent. Le Front populaire a gagné. Alors, 36, les enfants. Pour moi, restera un souvenir inoubliable. Vous savez, j'ai jamais vu la France. La France, elle n'a jamais été aussi heureuse qu'en 1936. J'ai vu la libération, j'ai vu tout ça, mais la France, elle n'a jamais été aussi heureuse qu'en 1936. Ça a été une explosion de joie, et même plus que ça été, pour moi, attention, petit garçon de 12 ans, explosion de rigolade. Je me rappelle 36, Nogent-sur-Marne, petite ville bourgeoise et petite bourgeoise, pincée, Collet-Monté, avec un tout petit quartier, le vieux Nogent, qui était le quartier des ouvriers, et le ghetto italien. Nogent-sur-Marne, brusquement, se retrouve avec un député socialiste, Front populaire. En à peine 2 ans, la parenthèse enchantée du Front populaire va intégrer les immigrés comme jamais. 2 millions de salariés, français et étrangers sans distinction de nationalité, se mettent en grève. Ils veulent imposer aux employeurs les mesures prônées par la gauche. Ils inventent une manière festive et efficace de lutter, l'occupation des usines. Pour faire peur aux Italiens, il y en a quelques-uns qui se sont fait expulser, mais ça ne les empêchait pas de participer aux grèves et de faire, même s'il y avait un risque. Il fallait remarquer surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de Polonais, il n'y avait plus de Français. C'était la grande camaraderie. C'était vraiment l'euphorie. Étrangers ou Français, ils gagnent les mêmes droits, vivent les mêmes premières fois. Alors, on va travailler 8 heures par jour. 8 heures par jour, les gars, ils travaillaient 10 et 12 heures par jour. Et puis, on aura 2 jours de repos par semaine. 2 jours de repos, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis, on va demander des congés. Les congés, qu'est-ce que c'est que ça, les congés? À l'époque, les gens commençaient à travailler à 16 ans, et puis à 14 ans, et puis jusqu'à final.
Et puis payer, qu'est-ce que c'est que ça? Eh oui. J'avais jamais vu la mer de ma vie. C'est la première fois en 1936 que j'avais été à Malo-les-Bains où véritablement c'était l'invasion des mineurs du Nord-Pas-de-Calais sur la côte de Malo-les-Bains. Moi, je me souviens que mon père me dit « Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que... » On ne partait pas en vacances, mais il ne travaillait pas, il allait être payé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne sont pas bien, les Français, ils sont tombés sur la tête. Eh bien, maman, elle dit « Tu retapisseras ci. » On a retapissé la maison, on faisait tout comme ça, hein. Vous savez, qu'est-ce qu'on pouvait faire en 1936? On n'allait pas au cinéma, on n'avait pas les moyens de voyager. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait aller au bal. Alors, les Parisiens venaient par le train de la Bastille à 2 étages et ils traversaient la Marne sur une barque. On était 8 sur la barque. Mais si la barque s'était retournée, il y avait 8 morts. Personne ne savait nager à l'époque. Il n'y avait pas de piscine, ça n'existait pas, les piscines. La chanson qui triomphe alors est une rumba de Tino Rossi. Les Italiens, ils n'envoyaient pas leurs filles. Les filles n'avaient pas le droit d'aller dans les boîtes de musique. Donc, les Italiens, ils dansaient qu'avec les Françaises. Et c'est là que ça a été... 36, c'était l'agence matrimoniale. Les Italiens sont mariés avec les Français. Il y a eu beaucoup de mariages qui sont faits pendant cette période-là. Jean Gabin incarne à l'écran ces héros de l'époque, les ouvriers. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas faire. Et pour les enfants, c'est la colo, organisée par les syndicats. Les petits réfugiés espagnols dansent pour leurs amis français au rythme coloré des beaux chants de leur pays. En plein été 1936, ces petites réfugiés sont à l'abri. Leurs parents sont sous les bombes en Espagne. Le général Franco, soutenu par Hitler et Mussolini, s'attaque à la République. Les antifascistes de France comme d'Europe rejoignent les brigades internationales. Pour eux, le combat n'a pas de frontières. Des milliers de Français sont héritiers de cette histoire. J'ai ce foulard. C'est moi qui l'ai aujourd'hui. C'est le foulard de mon grand-père Giuseppe qu'il portait au combat quand il était brigadiste, avec d'un côté le drapeau espagnol et le drapeau italien de l'autre, le pays où il va combattre et le pays d'où il venait. Et mon père est né à Barcelone en 1938. Sous les bombardements, la guerre faisait rage et c'était la vraie débâcle des républicains espagnols qui devaient fuir, donc cette Espagne de Franco qui devait fuir la mort. Et donc c'est la fameuse retirade avec des milliers et des milliers de républicains espagnols. Ma famille a passé la frontière, mon papa dans une brouette. Mon père arrive en France à l'hiver 38. Il passe la frontière au col d'Arles, dans les Pyrénées-Orientales. Les franquistes ferment la frontière le lendemain. Et mon père raconte donc qu'ils étaient, pour avoir moins froid, ils faisaient des trous. Ils avaient tous la couverture qu'on voit pratiquement dans toutes les photos qui illustrent la retirada. On voit tous ces Espagnols toujours avec la mante à la couverture sur le dos. Et avec cette couverture et le trou dans la neige, ils arrivent à avoir un peu moins froid. Près de 500 000 hommes, femmes et enfants arrivent à la frontière. Les combattants sont désarmés. Bijoux et papiers confisqués. Hommes et femmes séparés.
On leur demandait s'ils avaient de la famille en France. Et mon père avait un cousin de Casseville qui était originaire du même village que lui en Galice. Mais ça ne marche pas, la police tout de suite le renvoie dans un vrai camp. J'emploie le mot camp de concentration parce que c'était beaucoup de Français s'émeuvent quand on leur dit que la France a enfermé les républicains espagnols et les révolutionnaires espagnols dans des camps de concentration. C'était pourtant le terme officiel. On dit internement, on dit concentration, on dit comme on veut. En tout cas, c'était des camps de souffrance qui étaient les plages où vont les touristes aujourd'hui. Les plages de Saint-Cyprien, d'Argelès. Argelès, où près de 100 000 personnes sont parquées sur le sable. La France ouvre des centaines de camps qui ne vont pas fermer de sitôt. Si les républicains espagnols sont si mal accueillis, c'est parce que le climat en France a changé depuis 1938. Le Front populaire est tombé. Le nouveau gouvernement prend sa revanche sur les étrangers. Pour les papiers, quand il se faisait arrêter, mon grand-père, il a demandé les papiers, il a dit, j'ai pas de papiers, comment tu t'appelles? Alors, il a dit, je m'appelle Sortorian. Et Sortorian, la ça veut dire ail, oignon, yang. Et le mec, il cherchait Sortorian dans l'équipe et tout le monde rigolait devant. L'État se surpasse dans le fichage. Tous les étrangers sont répertoriés dans le fichier le plus moderne d'Europe. Un savoir-faire promis à un bel avenir. Et gare à ceux qui portent secours aux réfugiés en situation irrégulière. Pour la première fois, un décret punit tout Français qui les aide. Ils risquent l'emprisonnement. Le gouvernement voit des ennemis intérieurs partout, même à l'Assemblée. Il passe ces mesures sans faire voter les députés. La démocratie vit ses dernières heures. Les Juifs sont même accusés de pousser la France au conflit avec l'Allemagne. La guerre contre Hitler finit par éclater en septembre 1939. Bon, arrive 39. Et là, je suis pris d'une tristesse en 39. Et alors, on avait distribué les masques à gaz qu'aux Français. Les autres, les étrangers italiens, ils n'avaient pas de masque à gaz. Alors, il leur avait dit, bah, pour vous, vous prenez des serviettes, vous mettez du bicarbonate dessus, vous mettez ça sur le nez. Alors, les gars, ils mettaient leur masque à gaz, et puis les Italiens, ils se mettaient la serviette avec le bicarbonate. Alors, le lendemain, les femmes avaient la figure toute rouge avec le bicarbonate dessus. À la déclaration de guerre, évidemment, les choses se sont envenimées. À l'école primaire, un de ces Français pur sucre me disait « Retourne à ton pays. Sale Italien, qu'est-ce que tu fous ici ?» Mais où était mon pays? Mais où était-il, mon pays? Mais je n'ai jamais mis les pieds ailleurs que là. Avec l'état de guerre, la peur de l'étranger ne connaît plus de limites. À Gurs, Rivesaltes, Les Milles, Compiègne, dans une centaine de camps de concentration, l'État interne tous ceux qu'il considère comme ses ennemis. Les quelques Allemands pro-nazis, les réfugiés juifs et les opposants à Hitler. La République ne fait pas de différence. Elle tourne le dos à ses valeurs avant même l'arrivée du régime de Pétain. Mon grand-père paternel, Chaim, au moment de la déclaration, s'est engagé dans la Légion étrangère. Alors, c'est pas la Légion étrangère telle qu'on l'entend aujourd'hui, où ils partent au bout du monde, mais c'était une partie de l'armée réservée aux gens qui n'étaient pas français, parce que lui était polonais. Et il a estimé qu'il était tout à fait normal que la France l'ayant accueilli, ayant accueilli sa famille, il s'engage auprès de l'armée française pour combattre les Allemands. Malgré la méfiance et les mesures d'internement, de nombreux étrangers s'engagent. Eux tiennent aux valeurs de la République.
En 1939, dès qu'il y a l'opportunité de s'engager, mon père s'est dit, je serai presque naturellement naturalisé français au retour de la guerre. Voilà comment beaucoup d'Arméniens de sa génération, des primo-arrivants après le génocide, voilà comment ils sont devenus français par la guerre. Mon père, il combattu les Allemands. Il est parti parce que le Maroc était sous protectorat et on vous demande votre avis ou pas. Et donc voilà, il faut aller combattre, Et donc c'est une histoire qui m'a toujours racontée avec passion parce qu'il estimait que il combattait tout simplement l'injustice, que ce soit allemand ou autre. Et donc la France était là, on lui a demandé et puis il est parti sans aucun problème. Mon père, en 1939, il a fait la guerre comme médecin. Et d'ailleurs, il a eu une médaille, je ne sais pas laquelle, une citation, je crois, parce qu'il était dans un convoi qui a sauté. Et il y a laissé un quart de poumon. Et je pense aussi que ça lui plaisait de dire qu'à ce moment-là, il s'était conduit comme un Français parmi d'autres. Mais ni les Français, ni les troupes coloniales, ni les étrangers enrôlés ne peuvent arrêter l'offensive éclair des Allemands. En 6 semaines, la France s'écroule. Le 10 juillet 1940, les députés donnent les pleins pouvoirs à Pétain. Le maréchal, installé à Vichy, met en pratique pour la première fois le programme de la France aux Français. Le nouveau régime exclut de la nation non seulement les Juifs, mais tous les métèques. Dans les jours qui suivent sa nomination, Pétain met fin au droit du sol. Pour entrer dans l'administration, il ne suffit plus d'être citoyen français, il faut avoir un père lui aussi français. Il faut appartenir à une lignée française. 3 mois plus tard, en octobre 1940, les Juifs n'ont plus le droit d'enseigner, de soigner, d'entrer dans la fonction publique, d'avoir une entreprise. L'antisémitisme devient une affaire d'État. Un État qui ordonne aux Juifs de se faire recenser. Mes parents, mais ses parents aussi, vont réfléchir, il y a des discussions, est-ce qu'il faut aller se faire recenser ou pas se faire recenser? Et ils ne se font pas recenser, mais ne pas se faire recenser, il faut après échapper ensuite soit aux poursuites, soit aux enquêtes, etc. Et ma mère a déjà des faux papiers dès l'automne 40. Les mêmes fins limiers qui, dans les années 30, ont fiché les étrangers, établissent un vaste fichier juif. Donné aux nazis, il sert à établir les listes de déportés. Vichy va au bout de sa logique d'exclusion, mise en place par les derniers gouvernements de la Troisième République. En zone libre, les camps sont utilisés pour enfermer hommes, femmes et enfants. En zone occupée, la police prête main forte aux nazis. En mai 41, mon grand-père reçoit une convocation lui demandant de venir se présenter au gymnase Japy, qui est dans le 11e arrondissement à Paris. Et ma grand-mère Glika lui dit « N'y va pas, je vois pas pourquoi il te convoque, en plus pourquoi il te demande de prendre des affaires pour te changer, je comprends pas ». Et mon grand-père lui répond « Il n'y a aucun risque, que veux-tu qui m'arrive? J'ai servi dans l'armée française, je suis convoqué par la police française ». Et donc il s'est présenté au gymnase Japy, où il a été arrêté. Et ensuite, il a été déporté à Drancy, à Pithiviers. Et il a été déporté à Auschwitz. Et il est mort à Auschwitz en septembre 1942. Et la chance, c'est que ma grand-mère n'a pas été déportée. Voilà. Elle a échappé à la fameuse rafle du Veldiv. Et ma grand-mère, c'est là aussi l'ironie de l'histoire, a été prévenue par un policier en civil français, communiste,
qui est venu la voir en lui disant « Il va y avoir une rafle cette nuit, ne restez pas chez vous ». Ce sont les années les plus sombres. Mon père est dénoncé par un paysan à la Gestapo, interné à Drancy et à Compiègne. Ma mère, grâce au courage et à l'extrême générosité de paysans normands, va aller nous cacher dans un petit village de Bretagne. Donc cette période est une période d'enfance cachée, au milieu des justes, trop petit pour comprendre tout ça. La chanson de Charles Trenet, écrite pour les soldats français prisonniers en Allemagne, donne le ton du régime de Vichy. Pétain ressuscite la France éternelle et son esprit de clocher. C'est le retour de la race française. Être français, ça se mérite, déclare le ministre de la Justice de Pétain. Vichy retire la nationalité de ceux qu'il juge indignes d'être français. 1 million de naturalisés depuis la loi de 1927 voient leur dossier réexaminé. Ainsi est étudié celui de la famille Ginsburg et de leur fils, le petit Serge Gainsbourg. Car même les enfants nés sur le sol français peuvent perdre leur nationalité. Comme Marc Chagall, peintre mondialement connu mais considéré sans intérêt national, ils sont 15 140 à être dénaturalisés. Maurice Aubréjean, le bébé Cadom, est dénaturalisé avec l'ensemble de sa famille en 1941 parce qu'il est résistant. En camp de concentration, il y avait 5000 déportés et il y avait un Gus. Le Gus, c'était moi. Quand je voyais des copains, « Salut bébé Cadom, salut bébé Cadom !» On était, écoutez, on était des morts vivants, mais on cherchait à avoir un petit peu quand même de... comment dirais-je, de ne pas se laisser mourir. Il fallait quand même, au moins si le corps était, comment dirais-je, usé du fait qu'on trouvait trop, qu'on ne mangeait pas, mais l'esprit était là hein, quand même. Le lycéen Georges Charpak, âgé de 19 ans, connaît un sort similaire. Il est arrêté à Montpellier pour avoir distribué des tracts. Il a fallu qu'il devienne prix Nobel pour que son fils connaisse les détails de l'histoire. C'est des policiers français qui l'ont arrêté, c'est un tribunal français qui l'a jugé, c'était des gardiens français qui les surveillaient dans la centrale où il était. C'était la France sans être la France, on peut tourner ça dans tous les sens, mais c'était quand même un gouvernement légitime français face à des gens qui étaient considérés comme des délinquants. Georges Charpak est déporté à Dachau. En France, la résistance s'organise. La France de Pétain n'est pas celle du chant des partisans, écrit par Joseph Kessel et Anna Marly, tous deux d'origine russe. La France, c'est travail, famille, patrie, clame Vichy. La France, c'est liberté, égalité, fraternité, répondent les immigrés qui s'engagent dans la clandestinité. Ils étaient au contact de Français communistes non juifs. Et ça a été, à mon avis, un formidable facteur d'intégration dans la société française. Moi, je considère que leur vraie intégration à la France, c'est la résistance. Des Espagnols dans le sud-ouest, des Italiens dans le sud-est, des Polonais dans le nord et les Cévennes. À Paris, c'est un juif polonais qui dirige la résistance communiste.
Mon père, dans la résistance, a commencé comme tout le monde, c'est-à-dire de faire des petits gestes quotidiens. Il a commencé par organiser le ramassage des armes. Ensuite, il est nommé responsable des groupes de sabotage dans les entreprises qui travaillent pour l'Allemagne. Et il met au point une stratégie de guérilla urbaine qui sera utilisée par l'ensemble de la résistance. Et enfin, en février 1943, il est nommé responsable militaire de l'interrégion parisienne. Ça couvrait environ un quart de la France. Son père, c'est Joseph Epstein, dit le colonel Gilles. Il a sous ses ordres un groupe de résistants de la MOI, la main-d'œuvre immigrée. À leur tête, un Arménien, Misak Manouchian. Manouchian et ses hommes manquent d'armes, mais pas d'audace. Plus de 70 attentats en 6 mois. Le 28 septembre 1943, à 8h30 en plein cœur de Paris, ils abattent un général allemand. La police française les capture et les livre aux Allemands. Ce film de propagande est réalisé par l'occupant, qui tient à faire un exemple. Telles sont les œuvres de terroristes étrangers et presque tous juifs. Arméniens, juifs polonais, espagnols rouges, juifs polonais, encore un juif polonais. Et aussi des Italiens, des Hongrois, des Roumains et un Breton. Placardé sur les murs de France, l'affiche rouge veut faire croire que la résistance ne serait que le fait d'étrangers. Mais l'effet est contraire sur l'opinion publique. Les affiches sont griffonnées du V de la victoire et de mort pour la France. Joseph Epstein fait aussi partie de ceux qui sont arrêtés avec le groupe Manouchian. La dernière lettre de mon père, celle qu'il m'envoie où il écrit 3 heures avant de mourir, il la termine parce qu'il n'y a plus de place sur cette lettre, donc il écrit dans la marge, il écrit 2 choses. D'une part, le sens de son combat, vive la liberté, et lui, le polonais d'origine, il termine vive la France. Je crois que ça montre bien jusqu'à quel point il avait vraiment choisi la France et il voulait être français. Ailleurs, loin de la métropole, la France libre de De Gaulle combat aussi Vichy et les nazis. La France a été transférée des rives de la Seine aux rives du Congo. Je savais pas trop comment prendre les histoires de mon père quand il me parlait de Brazzaville et de son rôle dans la Seconde Guerre mondiale. J'ai recherché dans les livres d'histoire. Alors malheureusement, on n'y trouve pas grand-chose. On peut trouver peut-être une ligne. Et du coup, alors on aura tendance à parler du sang, de la boue et des larmes, Churchill, son cigare, l'appel de Londres du général de Gaulle, oui. mais Brazzaville, capitale de la France libre aussi. Ça, c'est important d'en parler parce que ça, c'est aussi l'histoire de France, surtout. Et plus que l'histoire de France, c'est une histoire humaine en vérité. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'Afrique est venue soutenir la France dans ce combat contre l'obscurantisme, contre les nazis en fait. Pour rallier les colonisés, partisans de l'indépendance, le général de Gaulle leur fait une promesse. Une fois la victoire acquise, ils pourront participer chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Joséphine Baker, la vedette de la revue Nègre des années 20, fait partie de ceux qui rejoignent De Gaulle. L'image qui nous reste de son action pendant la guerre paraît bien frivole. Son engagement était bien plus fort. Naturalisée avant-guerre, elle rejoint la résistance dès 1940, puis devient lieutenant dans l'armée de la France libre. Juin 1942,
les Allemands sont en passe de conquérir l'Afrique du Nord. Une petite oasis en Libye, Bir Hakeim, résiste cependant. Ceux qui leur tiennent tête sont pour les 2/3 africains, tahitiens, juifs allemands et républicains espagnols de la Légion étrangère. Les héros de la France libre. Mon grand-père, il s'appelait Abdelkader Mohamed. Il s'est engagé d'abord en Algérie, ensuite il est remonté en Tunisie pour débarquer en Sicile et remonter toute l'Italie. Il s'est arrêté en Italie 8 mois pour la bataille de Monte Cassino. Monte Cassino, en mai 1944. Les Alliés butent depuis des semaines sur les défenses allemandes. Les Tabors et Goumiers marocains attaquent par la montagne, secteur réputé imprenable. Ils gagnent la bataille au prix de lourdes pertes. Mon grand-père, il était brancardier et donc il a été récompensé de la Croix de guerre pour sa bravoure. Donc ensuite, ils sont repartis en France pour rejoindre l'Allemagne. Voilà, les Algériens, les Marocains, donc, ils étaient placés en première ligne. En même temps, il y avait des débarquements qui se déroulaient, d'autres Marocains, Algériens, par exemple à Marseille. Marseille, en août 1944. Les résistants décident de prendre d'assaut la préfecture. Un quart d'entre eux est étranger. Des Italiens, des Arméniens installés avant-guerre. Et puis les réfugiés du début de la guerre, les républicains espagnols, les Juifs et les antifascistes d'Europe centrale, Polonais, Roumains, Bulgares. Les soldats marocains et algériens viennent à leur secours et emportent la victoire après de durs combats. Ainsi, les métèques et les colonisés, ces sauvages qu'on exhibait aux eaux, sont devenus nos libérateurs. Au même moment, les premiers half-tracks de la 2e DB de Leclerc entrent dans Paris. Les noms peints sur les véhicules intriguent. Guadalajara, Brunete, Santander. Autant de noms de batailles remportées par les républicains durant la guerre d'Espagne. Ces Espagnols composent les 3/4 des bataillons qui libèrent Paris. On danse à Paris, chante maintenant Traîné. Côte à côte, des immigrés et des Français ont défendu l'endroit où ils vivent. Les 50 000 immigrés résistants, les colonisés, ces déportés qui défilent, réclament le droit d'être des citoyens comme les autres. Vont-ils réussir à en faire un pays commun? Derrière les célébrations, la réalité est à l'opposé des espoirs de ces combattants. L'après-guerre est l'histoire d'une occasion manquée. Les colonisés sont les premiers à vivre dans leur chair la brutalité de ce revirement. Le 8 mai 1945, jour de la victoire sur le nazisme, on danse à Paris, mais pas en Algérie. À Sétif et à Guelma, les Algériens pensent pouvoir défiler avec le drapeau algérien. Les gendarmes tirent. La foule en colère tue 103 Européens. La répression de l'armée française s'abat sur toute la région. Mon grand-père, le père de ma mère, il allait travailler à la ville. Donc il est parti, il n'est jamais revenu. Il est décédé, on ne sait même pas où il a été enterré. Des dizaines de milliers d'Algériens sont massacrés. C'est la libération de la France. Des Français musulmans veulent fêter cet événement aussi. Et non, en fin de compte, ça ne touche pas. La joie, on ne doit pas la partager. C'est une joie uniquement pour les Français de souche. Je ne sais pas si on peut le dire, mais on va le dire comme ça.
Partout, les colonisés cessent de croire aux promesses. La guerre n'est même pas finie que près de Dakar, à Thiaroye, les gendarmes français ouvrent le feu sur les tirailleurs qui réclament leur solde. Plusieurs centaines de morts. L'Empire s'embrase. En 1946, c'est le début de la guerre d'Indochine. L'année suivante, à Madagascar, une insurrection nationaliste est violemment réprimée. La 4e République, qui naît avec la libération, commence par des massacres. En France, la République veut dépasser les divisions issues de l'occupation. Gaullistes et communistes au pouvoir le clament. Vichy, ce n'était pas la France. Seule la résistance est française. Les immigrés qui ont résisté disparaissent du tableau patriotique. Le pays est de nouveau à reconstruire. Il a de nouveau besoin de bras venus d'ailleurs. Et le tri continue. La moitié des membres de l'organisme en charge de l'immigration étaient déjà en place sous Pétain. Ils défendent les mêmes poncifs racistes. Sauvegarder la race française, ne pas la bâtardir. Mon papa demande la naturalisation à cette époque-là. Passe visite médicale. Mon papa était silicosé à 50%. On lui refuse la naturalisation. On la donne à ma maman, pas à mon papa. Ma maman elle dit, mais si vous ne naturalisez pas mon mari, moi je ne vais pas me faire naturaliser. Donc moi j'ai été pas naturalisée à l'âge de 15 ans. J'étais pas naturalisée. Les étrangers ont combattu pour la France. Mais il leur faut maintenant 5 ans de présence au lieu de 3 pour obtenir la naturalisation. Et les déchéances de nationalité sont plus nombreuses qu'avant-guerre. Les immigrés n'obtiennent pas leur place de citoyens. Les idées n'ont pas changé. La peur de l'ennemi intérieur est toujours là. Cette fois-ci, c'est au tour des Espagnols. Comme certains ont combattu Franco, tous sont suspectés d'être des rouges. On y voit des sanguinaires avec le couteau entre les dents, là, qui ont tué des religieux, des religieuses et mangé des enfants presque. Hein. En plus, des enfants issus des milieux anarchos de la gauche républicaine portent des prénoms qu'en France on n'est pas habitué à entendre, qu'on connaît à partir du calendrier révolutionnaire, germinal, germinal. Des garçons qui s'appellent Liberto, des filles qui s'appellent Vida, vie, harmonia, harmonie, placer, plaisir. Donc ça, en France, on trouve ça un peu bizarre, évidemment. Ils arrivent d'une autre planète complètement. La police aussi est inventive sur les noms. L'opération Bolero Paprika. Bolero pour les Espagnols, Paprika pour les communistes, lui permet d'expulser plus d'une centaine de républicains espagnols, carrément accusés de fomenter un coup d'État. La France renaît en glissant sous le tapis les sujets qui fâchent. Quand mon père est revenu, là, il va essayer enfin d'ouvrir un cabinet de consultation et il m'a raconté, moi, qu'il n'a pas vu un client pendant longtemps. Avec, on n'a pas besoin de ce juif chez nous. Bon, Youpin, sale juif, c'était... je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Aux victimes et héros de la guerre de se débrouiller dans cette France des espoirs déçus. À chacun sa méthode pour pouvoir juste vivre en paix. La France de l'après-guerre incitait beaucoup à dire une seule culture, on est français, on parle que français, on s'intègre complètement et on oublie les différences. Et mon père, il avait, après la guerre et ce qui lui arrivait, décidé que le futur seulement comptait. Il racontait pas beaucoup, il a considéré qu'on devait faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire d'avancer, 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 sans se retourner. Quand mon père a été naturalisé
difficilement, après de multiples demandes d'enquête, etc., il revient à la maison et il demande si on change le nom ou on ne change pas le nom. Parce qu'au moment de la naturalisation, on pouvait changer le nom. Et donc, il proposait Voli, Vol, etc. Et tout le monde a décidé de garder quand même le nom de Volikov parce qu'il y avait quelque chose d'un attachement au nom, en devenant français, de garder cette référence. C'est la même chose chez moi. Oubliez le nom. Ils pouvaient tous changer de nom. Ils auraient pu reprendre leur nom de résistance, ils s'appelaient Demine. Ah, voilà. C'était chic. J'ai tellement été marqué par la petite enfance où mon père disait « on rase les murs, on dit rien, la bête peut revenir », qu'il nous a fait faire notre communion. Ma mère lui disait « mais t'es complètement ridicule, tu t'appelles Abraham Drucker, voilà, et tu envoies tes enfants au catéchisme à faire la communion, mais c'est grotesque. » Mon père voulait qu'on soit plus français que les Français et de dire merci. Moi, pendant toute mon enfance, c'est Journal du dimanche, j'ai eu la chance d'être parmi les Français préférés des Français. Et ben, j'assure qu'il y a un moment, quand j'ai eu le journal entre les mains, j'ai vacillé un peu parce que j'ai pensé à mon grand-père, à Raïm, et je suis allé avec le journal, je suis allé au gymnase Japy. Et j'y suis allé avec un de mes fils. Et j'ai tendu le journal au ciel, alors que je ne suis pas vraiment croyant. Et j'ai dit à mon grand-père, tu vois, le pays qui t'a envoyé à la mort, bah, c'est aussi celui qui donne un message d'amour à ton petit-fils.